Bonsoir. Pardon pour ce retard qui est vraiment dû à des questions de fonctionnement. Et le micro ne marche pas. Bienvenue à cette deuxième conférence de Paul Ardenne autour des questions d'art et d'anthropocène. Plus d'art ce soir, je crois, m'a dit Paul. Nous remercions la Halle du Faubourg et l'École urbaine de Lyon pour cet hébergement et cet accueil chaleureux. La dernière se tiendra la semaine prochaine à la même heure. N'hésitez pas à venir en avance pour éviter tous ces encombrements au moment de l'inscription ou de l'entrée. Je crois qu'on va démarrer. Merci. Merci Françoise, merci. Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est important pour moi parce que vous savez que nous les auteurs, nous sommes des gens on est à la fois des gens de terrain et des gens de bureau. On passe une large partie de notre vie assis, en tout cas moi, et on ne sait jamais finalement comment les gens qui parfois, Dieu merci, nous lisent, réagissent à ce qu'on écrit. Donc voilà, c'est une façon de dire qu'on n'existe pas sans un public de lecteurs ou d'auditeurs et que c'est quelque chose à quoi on est extrêmement sensible quand on sort soit du bureau, soit du terrain. En général, on est toujours seul. En tout cas, moi, je suis une sorte d'errant comme ça dans le monde, dans la vie aussi, et j'ai toujours beaucoup de mal à apprécier ce que peuvent donner des textes écrits, des livres, des choses comme ça, donc merci beaucoup. Alors, comme Françoise vient de le dire, deuxième session, donc repenser la culture à l'ère de l'Anthropocène, hein, c'est ce sur quoi on m'avait demandé de travailler, hein, le MAC, le Musée d'art contemporain, m'avait demandé de faire cette classe de maître, entre guillemets, ou plutôt ces conférences sur ce sujet. Donc j'ai vraiment fait en sorte de m'y tenir. Alors je vous rappelle brièvement, et j'irai plus vite ce soir que la dernière fois, le thème de ces rencontres, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, définir ce que devient la création à l'ère de l'Anthropocène, comment le champ de l'art réagit à tous les problèmes environnementaux, donc je ne vais pas réénumérer. Plus largement, comment est-ce que on s'inscrit dans le défi de la dépollution, avec quel discours, quels moyens, quelle crédibilité, quelle esthétique aussi. Vous avez compris qu'on a essayé de le montrer, en tout cas j'ai essayé la dernière fois, que en fait, l'Anthropocène n'était pas seulement une périodisation de l'histoire humaine, c'était pas seulement l'objet d'un débat entre des spécialistes évidemment très éminents, qui soient géologues, qui soient chimistes, qui soient biologistes, naturalistes ou autres, mais c'était aussi devenu un fait esthétique. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un fait esthétique, donc ça renvoie à l'histoire de la symbolique contemporaine. On est actuellement dans un moment, comme le dit Bruno Latour, j'aime assez cette expression, il y a un moment de réarmement général des concepts. Et le concept d'anthropocène, très contesté d'ailleurs, qui sera peut-être abandonné d'ailleurs d'ici peu, hein, allez savoir, fait partie de la construction de cette symbolique. Alors, comme on l'a vu, perçu en tout cas la semaine dernière, notre champ de réflexion à partir de cette question centrale, donc la culture à l'ère de l'Anthropocène, a pris pour point de départ, ce qui est important pour moi, c'est les mentalités. Les mentalités, c'est au fond ce qu'on a dans la tête, et en particulier les mentalités esthétiques en rapport avec le vivant. Donc, pour rappel, on a d'abord, je dis ça pour les personnes qui n'étaient pas là, on a essayé de définir ce qu'est l'Anthropocène, c'est une sorte de terme devenu passe-partout. On a vu ensuite comment, à partir de ce terme, qui est un terme très malléable, hein, l'esthétique même connaît des variations signifiantes, avec différentes inflexions. Alors, il y avait une inflexion vers la représentation dystopique. Hein, on a vu ça, c'est-à-dire comment on se porte de manière assez complaisante vers une sorte de fascination pour la fin du monde, ou plus finement, une inflexion solastalgique. On avait essayé de définir ce terme, créé il y a une quinzaine d'années par un spécialiste australien, un philosophe australien, c'est-à-dire une représentation empreinte tout à la fois de nostalgie, du paradis perdu, d'effroi, voire de fascination morbide. Hein. Et on avait évoqué, vous vous rappelez, le modèle de l'horreur délicieuse qu'avait défini à la fin du XVIIIe siècle Edmund Burke dans sa théorie du sublime. Alors on avait aussi, et on avait fini par là, évoqué ce sorte de contre-feu hein, que peut en venir à susciter la représentation de l'Anthropocène, la représentation tragique, hein, ou de ce qu'on veut croire qu'est l'Anthropocène, c'est-à-dire une horreur environnementale hein, pour beaucoup d'entre nous. Et on peut voir que parfois c'est l'occasion d'une remise en jeu
de nos références et de nos manières d'envisager notre propre position dans le monde. Alors ça, c'est une sorte de contre-feu. On avait évoqué, par exemple, la théorie de quelqu'un qui est très à la mode, un Anglais qui enseigne à l'université Rice de Houston, qui est Timothy Morton, avec évidemment cette remise en cause très aujourd'hui devenue très banale du concept de nature, le fait de dire la nature ça n'existe pas, c'est une construction mentale de la philosophie idéaliste. En fait, nous vivons dans un univers dont nous sommes partie prenante. Bon, dire ça, ça n'a vraiment rien d'original. Hein. Démocrite le disait déjà il y a 2500 ans, 2600 ans. Mais bon, en tout cas, beaucoup de gens veulent l'entendre. Et en fait, nous sommes dans des systèmes interconnectés dont nous contribuons nous-mêmes en tant que vivants à l'interconnexion par tous nos actes, par notre existence, etc. Donc ça, c'est une sorte de contre-feu intéressant au désespoir. Hein. Il consiste à dire, mais peut-on être désespéré du fait d'être connecté à la totalité du monde ? Sans doute non. Ça veut simplement dire qu'en agissant, nous pouvons agir d'une manière qui n'est pas forcément catastrophique. Également, on avait vu cet autre contre-feu intéressant, qui est esthétique celui-là, mais pas seulement. On avait évoqué Sebastião Salgado et notamment cette fameuse série de photographies Genesis, qui nous invitait à nous repositionner mentalement du côté du possible, avec l'idée que le monde est beau, hein, comme disait il y a 100 ans ce photographe de la nouvelle objectivité allemande qui s'appelait Renger Platsch, hein, qui avait fait un très très beau portfolio, s'appelait Le monde est beau, justement, voilà, en photographiant des choses très ordinaires. Voilà, donc en conséquence, il n'est pas forcément déplacé de prendre en compte de façon sage certaines leçons qui nous étaient données par Salgado, et notamment, vous vous rappelez, la leçon des peuples primitifs, hein, la leçon des autochtones, hein, qui gèrent leur rapport à l'environnement, et d'une façon bien souvent non violente, non agressive, on pourrait dire pré-néolithique, donc paléolithique même encore, et on pourrait peut-être s'inspirer de ça. Hein, c'était d'une certaine manière l'appel à un modèle qui serait celui de la décroissance, un modèle qui serait donc un modèle plus respectueux, bien sûr, et qui mettrait de côté, on pourrait dire, la violence des relations interspécistes, hein, c'est-à-dire entre toutes les espèces, qu'il s'agisse des humains, des végétaux, des minéraux, etc., tout ce que la Terre compte de vivant. Alors, il y avait quand même quelque chose qui transparaissait dans cette culture, dans cette esthétique de l'Anthropocène. C'est quand même une sorte de sentiment, un sentiment d'oscillation mentale, je dirais, entre l'impression du désastre, c'est-à-dire le sentiment de vivre dans les ruines du vivant, ou d'avoir commencé à vivre dans les ruines du vivant. Bon, c'est les concepts d'extinction, hein, comme vous le savez. Alors, ruines du vivant qui pourraient bien être les ruines du capitalisme, ou certaines de ces ruines. Et là, je pourrais évoquer juste rapidement le livre de Anat Singh, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais qui est un livre aussi très, très à la mode, un best-seller qui s'appelle Le champignon de la fin du monde. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme, bon, qui est un ouvrage qui a été publié en France il y a 3 ans maintenant à la découverte, donc qui est très, très intéressant. Bon, je ne veux pas le développer, mais il y a cette idée qu'on est d'une certaine manière condamné aujourd'hui à vivre en direct la mutation du monde, que le néolibéralisme, avec sa culture effrénée de la croissance, donc nous impose de vivre. Donc on est balancé entre ça, si vous voulez, un sentiment du désastre et aussi un sentiment du possible, d'une potentielle réadaptation qui nous est proposée par la situation actuelle. Bon, un sentiment du possible qui incite dès lors à ce qu'on appelle le volontarisme. Voilà, il y a quand même un volontarisme en nous, ça reste peut-être ce qui est rémanent de ce que Ernst Bloch, ce grand philosophe allemand, historien, appelait le principe espérance. Hein, il a écrit un ouvrage il y a une centaine d'années sur ce qui s'appelait comme ça, bon, qui est inhérent finalement à l'espèce humaine, Dieu merci d'ailleurs. Sinon, on sombrerait mentalement déjà dans la collapsologie, hein, comme on dit, le sentiment du désastre irréversible, du collapse, au sentiment que tout est fichu à brève échéance et quoi qu'on entreprenne, auquel cas il ne nous resterait plus qu'à nous réfugier aux abris ou auprès de l'écologiste et ancien ministre Yves Cochet, dans sa ferme bretonne près de Rennes, en attendant la fin du monde, ou plutôt, mais là je ne veux pas être caricatural, parce que je veux blesser personne, surtout pas Yves Cochet, et les collapsologues s'il y en a parmi vous, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, ou plutôt la requalification radicale du monde.
Alors, je ne veux pas être caricatural, et en effet, je voudrais citer Yves Cochet, comme c'est à méditer, en 2017, dans Mediapart, cet ancien ministre de l'écologie, donc du gouvernement Hollande, sous le président Hollande, pardon, faisait cette évaluation, qui est assez intéressant. Il dit, alors je le cite, in extenso, il dit « Bien que la prudence politique invite à rester dans le flou et que la mode intellectuelle soit celle de l'incertitude quant à l'avenir, j'estime au contraire que les 33 prochaines années sur Terre sont déjà écrites grosso modo, alors 33 parce qu'on était en 2017, c'est-à-dire de 2017 à 2050, grosso modo, voilà, et que l'honnêteté est de risquer un calendrier approximatif. » Et voilà ce que dit Monsieur Cochet, peut-être vrai par ailleurs, on verra bien. La période 2020-2050 sera la plus bouleversante qu'aura jamais connue l'humanité en si peu de temps. Donc, voilà, on y rentre. Enfin, on y rentrait depuis longtemps, mais voilà. À quelques années près, elle se composera de 3 étapes successives. La fin du monde, mais tel que nous le connaissions, ce qui ne veut pas dire la fin du monde, l'apocalypse, 2020-2030, l'intervalle de survie, 2030-2040, le début d'une renaissance, 2040-2050. Bon, donc c'est quand même la bonne nouvelle. Ouais, le principe espérance prend corps ici. On peut dire même les collapsologues considèrent qu'il y aura une issue, ce qui est évidemment incontestable. Le monde continuera. Simplement, nous devrons nous adapter, être résilients, accepter sans doute main sacrifice dans nos modes de vie. Alors, il y a comme une donnée, et là, je commence, on pourrait dire, la masterclass, entre guillemets, d'aujourd'hui. Et je commencerai par cette donnée concernant la culture de l'anthropocène, c'est le fait que c'est fondamentalement, malgré tout, une culture d'inquiétude. C'est une culture du concern, de la préoccupation, comme disent les anglo-saxons. Bon, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être, rassuré, pleinement confiant. Il y a quelque chose qui hypothèque l'avenir, qui obère en quelque sorte la possibilité du bonheur, on pourrait dire les choses. Alors c'est dommage, mais c'est comme ça. Ou en tout cas, le bon côté peut-être, c'est que ça rend le bonheur beaucoup plus rare. Vous voyez, et donc peut-être plus à même d'être apprécié pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moment, hélas, qui n'est jamais assez durable dans nos existences. Bon. Alors, je vais repartir aujourd'hui de ce point, cette notion d'inquiétude. En pointant d'abord qu'il y a cette inquiétude des raisons légitimes. Bon, la première, c'est évidemment l'état très dégradé de notre environnement. Bon, je ne vais pas y insister, mais je voudrais quand même rappeler quelques faits qui donnent raison à cette culture de l'inquiétude. Et on ne peut pas non plus être complètement optimiste, vous voyez, être comme Candide en disant, voilà, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, selon la perspective leibnizienne, dont Voltaire s'était moqué au XVIIIe siècle, comme vous savez. Alors, l'entrée dans l'ère des extinctions, bon, c'est une donnée, espèce végétale et animale, 6e du genre, disent les biospécialistes. Mais aussi, il y a d'autres formes d'extinction. Je pense celle de l'atmosphère isostasique, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire une atmosphère qui au fond, se reconstitue, reconstitue ces éléments, sans se dégrader. Bon, on voit que aujourd'hui, la température moyenne s'accroît pour cause d'effets de serre. La production d'oxygène diminue pour cause de rejet massif de CO2. Bon. Puis on pourrait aussi parler de l'extinction des océans propres. Vous savez que dans nos océans s'agitent de multiples gires de plastique, c'est tous ces microplastiques qui viennent donc s'accumuler en plus des rejets toxiques d'origine humaine. Alors, si on parle d'inquiétude, il y a de quoi, parce que, par exemple, je lisais récemment que, alors je suis moi je suis pas un spécialiste scientifique, mais je m'informe beaucoup, comme vous tous, j'imagine, pour éviter de rentrer dans les à peu près. C'est-à-dire, ou dans les clichés, vous voyez, c'est-à-dire voir exactement ce qui se passe. Est-ce que, bon, c'est intéressant, on sait que le président Macron aujourd'hui, pas très loin d'ici, il est allé près du Mont Blanc, sur la mer de glace. Bon, vous êtes lyonnais, la plupart d'entre vous, donc même les gens jeunes ici ont vu la mer de glace reculer, le glacier reculer très nettement. Quand on regarde depuis un siècle, on voit que finalement, bientôt, ce ne sera plus qu'un tas de cailloux. Grosso modo, il n'y aura plus que des moraines et rien d'autre. Bon, donc, c'est quelque chose il faut quand même s'informer précisément. Et dans les données inquiétantes, 21 des 37 grands systèmes aquifères mondiaux, donc qui nous fournissent l'eau douce, sont en voie d'épuisement, 13 sont dans une situation critique. C'est impressionnant quand même, ces chiffres-là. La fonte de la banquise arctique, vous l'avez remarqué, la température de l'océan glacial arctique enregistre
depuis une trentaine, 25 ans, une augmentation telle qu'on se demande, même si le Gulf Stream, le fameux courant, disons, d'eau chaude puis tiède qui vient du Golfe du Mexique, qui remonte jusqu'ici et qui nous donne des hivers cléments. Bon, normalement, on devrait être pris dans les glaces, ici, en termes de latitude. Si c'était comme de l'autre côté, côté américain, avec le courant du Labrador, ce courant pourrait même s'inverser, dit-on. Alors, qu'est-ce qui se passerait si ce courant s'inversait? Alors, j'ai envie de dire, en étant tout à fait rigoureux, sans crier au loup, sans tomber dans le catastrophisme, on a quand même des raisons d'être inquiet, si vous voulez. C'est comme ça. Bon, voilà. Et même du fait, peut-être plus encore inquiet, cette hypocrisie que j'évoquais la dernière fois, c'est ce fameux parti de la vie qui, au fond, semble, comment dire, convoquer son envers, un parti de la mort. C'est quelque chose d'assez évident. Si je prends par exemple la France, les pesticides, en 2017, un programme de limitation des pesticides est mis en place et on voit que depuis, donc en 2018, par exemple, plus 20%. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, pour la respiration, les standards internationaux de mesure, voient les chiffres, par exemple, mesurés à Pékin, Bangkok, Delhi, tant d'autres villes, 10 fois supérieurs aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Même chose pour le protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre, etc. etc. Si vous voulez. Vous avez sans arrêt de l'augmentation comme ça de ces chiffres terrifiants. Par exemple, la fracture hydraulique. J'étais récemment au Canada, donc je regarde comme ça en Alberta. Vous savez qu'on récupère les schistes bitumineux. C'est formidablement coûteux en technologie, en eau, etc., à récupérer. Bon, ça vous donne la ruine de milliers de kilomètres d'écosystèmes et plus de 1000 milliards de mètres cubes de boue nauséabonde, etc., etc., etc. Bon, voilà, on a 16 000 kilomètres de rivières de l'Ouest américain contaminés par des produits toxiques acides issus de l'industrie minière. Et puis, une récente couverture du Times qui m'a beaucoup frappé, qui a une année à peu près, vous montrait la spectaculaire photo d'un jogger en train de courir devant une muraille de flammes en Californie. Donc, ce n'était pas un montage. Et le titre, c'était « Living with Fire ». Vivre avec le feu, sous l'espèce d'un constat. Voilà, comme on ne peut plus éteindre le feu, on va faire avec, c'est comme ça. Alors cette question du faire avec, c'est un peu aussi un des grands motifs d'inquiétude, puisque ça signifie que, d'une certaine manière, comme ça a été particulièrement pointé dans le cas des grands incendies australiens, notamment par les pompiers, les gens disent la meilleure manière d'éteindre le feu, c'est d'attendre qu'il s'éteigne tout seul. Vous voyez, qu'il ait consumé ce qu'il est à consumer, et après il s'éteindra. Alors, on devait parler de l'art, on va en parler, et donc de ce point de vue-là, je vais progressivement glisser plus nettement aujourd'hui sur les questions artistiques, c'est-à-dire voir comment le champ de l'art et de l'architecture aussi, puisqu'on est à l'école urbaine de Lyon et ça m'a été demandé, s'intéresse à ces questions, comment il met en avant, et on va se demander d'abord s'il a une conscience aiguë de ces problèmes. La réponse est oui. Le champ de l'art, le champ de l'architecture a une conscience même suraiguë des problèmes environnementaux, même si, je l'avais dit la dernière fois, ce sont des champs qui ont mis un certain temps à réagir. La réaction était assez lente. Il y a eu un facteur d'inertie, très long d'ailleurs dans l'architecture, beaucoup plus que dans l'art. C'est normal, puisque l'architecture, c'est une donnée lourde. Ça fait entrer en ligne de compte un très grand nombre de paramètres. Alors, on pourrait dire la première chose que les artistes ont fait peut-être de ce point de vue-là, par rapport à cette inquiétude propre à la culture de l'anthropocène, c'est un geste simple, c'est se faire lanceur d'alerte, si vous voulez, c'est avertir. La notion d'avertissement. Et l'avertissement, je vais vous en donner quelques exemples. Donc, voilà, à chaque fois, je vais taper des mots comme ça pour qu'on ait des images. Voilà. Par exemple, dans les années 80, en Allemagne, on a évoqué déjà rapidement ces pluies acides. Par exemple, voilà, Michael Lesgen et sa femme, ici Barbara Lesgen, vont faire cette action qui s'appelle dépression rose, l'eau mourante, donc en 82. Qui est une photographie qui va être proposée de deux manières. Donc soit avec une succession de
une répétition comme ça orthogonale de plusieurs fois cette image, soit une présentation en flèche comme ça qui indique une direction. Alors ce qu'on retient ici, c'est le fait que Barbara Lesgen va se jeter avec des habits de ville qui évoquent une certaine frivolité, le rose, etc., les habits légers l'été. Elle se jette dans un étang pollué, donc qui se trouve à côté d'une industrie, donc d'une usine d'aluminium. Et donc, elle se laisse comme ça flotter, comme si elle mourait en quelque sorte. Alors, évidemment, la grande référence immédiate, c'est celle d'Ophélie. Hein, c'est une sorte d'Ophélie, on va dire, de la fin du XXe siècle ou de l'âge de la révolution industrielle, bon, qui n'a bien sûr plus rien à voir avec les Ophélies donc de l'âge classique, hein, le mythe d'Ophélie mourant, enfin, ça qui glisse le long du fleuve, telle qu'elle a été peinte notamment par les pré-raphaélites. Alors, c'est une sorte d'action, comme beaucoup d'actions de l'époque, totalement isolée. Hein, voilà, par exemple, vous voyez la manière dont le tableau peut être présenté aussi. Donc, excusez-moi, j'essaie de vous le... Non, je n'arrive pas à l'agrandir, à moins que... Attendez, on va faire comme ça. Voilà, ouais. Bon, c'est un peu... Bah oui, c'est peut-être... Vous voyez, ça s'éloigne dans le temps. Voilà, alors... c'est loin, 1982, vous savez, c'est extrêmement loin quand on compte. On voit, ça fait 40 ans presque déjà. Et donc, les artistes, certains artistes en tout cas, étaient déjà au travail. Et il était de façon très isolée, il faut bien le dire. Alors j'en ai choisi quelques-uns, qui ne sont pas forcément connus. Je crois que personne n'a jamais entendu parler de, par exemple, cet artiste qui s'appelle Buster Simpson, donc, qui est un artiste américain, donc... c'est un des premiers grands acteurs de l'art écologique contextuel, dont on reparlera la dernière fois. Alors, il fait une série de travaux, au même moment d'ailleurs que Barbara Lesgen, qui s'appelle Les Purges. Donc voilà, par exemple, vous le voyez au travail ici. C'est une sorte d'artiste qui est devenu un artiste recycleur. Et dans le fleuve Hudson, donc près de New York, il va immerger des blocs de calcaire tendre dans les eaux des rivières très polluées de ce coin-là, pour neutraliser ou adoucir l'acidité de l'eau due à la pollution. Voilà, alors il parle lui-même, vous voyez, on le voit en action, voilà, par exemple, ces sortes de... Ah, excusez-moi. Ben voilà, si ça vous intéresse, vous irez sur le site de Buster Simpson, dont le travail a beaucoup évolué depuis. Mais vous voyez, il y a 40 ans, vous avez déjà des artistes qui sont au travail comme ça, avec une sorte d'incapacité d'action. C'est-à-dire, le problème est tel, il n'a jamais donné lieu à représentation dans le champ de l'art. Et donc, de fait, la question qui est posée à ces artistes, c'est comment représenter la crise environnementale. Comment avertir et immédiatement, on voit comment, entre Lesgen, par exemple, et Simpson, ici, vous avez deux modèles qui vont devenir des modèles tutélaires dans l'art, entre guillemets, qu'on appelle écologique, hein, dont j'ai dit la dernière fois que bon, il n'existe pas en tant que tel. C'est plus une grande nébuleuse d'artistes préoccupés par toutes les questions de société, dont la question de l'environnement, bien évidemment, sachant que tout se tient ou à peu près. Donc, vous avez dans un cas un artiste qui est du côté de l'avertissement et dans l'autre un artiste qui est du côté de la curation, hein, c'est-à-dire du traitement, à proprement parler déjà. Bon, on rentre dans des formes d'art qui sont les formes d'art du soin, hein, dont on parlera beaucoup la prochaine fois, puisque je consacrerai toute la séance prochaine aux arts, justement, sur ces questions. Alors, l'avertissement, beaucoup d'artistes continuent encore, évidemment, à œuvrer dans le sens de l'avertissement. Je vais prendre des exemples assez différents. Par exemple, une artiste new-yorkaise qui est pris Guggenheim, qui s'appelle Janet Biggs, qui est vraiment une artiste très intéressante, a produit cette œuvre élémentaire, qui est une très courte vidéo de 2 minutes, s'appelle Warning Shot, donc en 2015. Donc voilà, je vous montrer photographie. On ne peut pas avoir la vidéo, puisque moi je peux aller sur son site avec le code, etc. Mais bon, on va respecter l'artiste qui ne souhaite pas que la vidéo soit diffusée donc, de manière publique sans qu'on paie des droits ou autres. Hein, donc il faut respecter ça. Voilà. Cette œuvre est extrêmement simple. Il s'agit d'une vidéo où l'artiste apparaît dans un paysage de glace, d'une glace qui fond, oui, qui se décompose progressivement. En fait, elle est dans l'île de Svalbard. L'île de Svalbard est une île située très au nord, qui appartient à la Norvège, hein, et qui a un statut un petit peu particulier.
Donc, bon, voilà, parce que longtemps, on a pu l'exploiter librement. Les Russes sont venus là du temps du communisme. Enfin, ils ont laissé énormément de ruines. On parle toujours des ruines du capitalisme, mais on peut aussi parler des ruines du communisme. Ça existe de la même façon. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arme un pistolet de détresse dans ce grand paysage et boum, elle tire. Bon, voilà, warning shot. L'œuvre est absolument littérale. Vous voyez, c'est juste prévenir. Un tir d'avertissement. Voilà, warning shot. Voilà. Donc, c'est très intéressant parce que bon, c'est une œuvre simple qui renvoie à la nécessité juste de l'avertissement. Il faut commencer par avertir d'une certaine façon. Et c'est une œuvre faite par une femme aussi. Alors, je ne veux pas rentrer dans les questions de genre, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je dois quand même dire qu'une grande partie de la création écologique, entre guillemets, est féminine. Hein. Elle est féminine depuis les origines d'ailleurs. Hein. C'est une donnée à prendre en compte. Alors, je ne sais pas ce qu'elle signifie, je ne vais pas tirer trop de fils et raconter n'importe quoi, mais je tiens à insister là-dessus. Alors, une des œuvres les plus spectaculaires de ce point de vue-là, pareillement, on ne peut pas en voir la vidéo, on ne peut en voir que des photos. C'est une œuvre que va faire une artiste française, une grande performeuse française qui s'appelle Sarah Trouche, qui vient de commencer une exposition d'ailleurs à Paris, là récemment. L'œuvre s'appelle Aral Revival. Et donc, elle prend la forme, donc vous voyez ici quelques petites images à gauche hein, du Aral Revival. Ici, par exemple, celle-ci, les trois premières, celle-ci. Bon, on va, par exemple, agrandir. Il s'agit donc d'une vidéo qui dure 7 ou 8 minutes à peu près, où on voit l'artiste, donc Sarah Trouche ici présente, le corps nu enduit de bleu, bon, comme il s'agissait d'eau, lutter contre le vent, un vent très puissant, donc dans les bras le drapeau, qui est le drapeau de cette zone ici, qui est la zone d'Aralsk, au Kazakhstan, connue pour être, comme vous le savez, une zone d'où la mer s'est retirée, hein, puisque ici vous êtes sur ce qui était une des anciennes bordures, une des anciennes rives de la mer d'Aral, hein, qui a disparu pour cause de surexploitation cotonnière du temps de Staline. Voilà, et donc l'eau s'est retirée, les pêcheurs qui faisaient métier de la pêche, donc ici et du commerce du poisson, évidemment, ont dû quitter les lieux, donc les bateaux pourrissent. Et ce qui est évidemment notoire, c'est que tout l'écosystème s'est transformé, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un lieu qui s'est excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas seulement un lieu qui s'est asséché, hein, évidemment, c'est pas seulement ça, hein, c'est pas seulement un lieu qui s'est asséché, c'est un lieu qui s'est transformé, c'est-à-dire que l'absence de l'eau, la sécheresse s'est traduite par, évidemment, l'importance donc de la salinité, bon, la salinité, hein, évidemment, ces eaux étaient salées, le sel s'est retrouvé là, et cette salinité a produit énormément d'effets, donc des effets qui finalement finissent par faire crever complètement l'écosystème. Alors, c'est une œuvre à la fois puissante et désespérée de voir ce corps, ce beau corps d'ailleurs très plein de Sarah Trouche, comme ça, s'agiter, lutter contre le vent. Donc, si vous avez l'occasion, je vous invite à voir cette vidéo qui date de 2013, donc qui s'appelle Aral Survival. Alors, vous voyez, le fait d'avertir, l'avertissement, c'est un peu toujours la même rhétorique artistique, on va dire. C'est toujours la même chose. C'est dire, voilà, attention, faisons attention, on dérive, tout est hors contrôle. Vous voyez, on le sait, mais malgré tout, on continue. Bon, voilà, que faire? Bon, certains artistes sont assez désemparés, mais il y a aussi plusieurs manières d'avertir qui peuvent être intéressantes. Et j'en prends une qui est tout à fait inattendue, qui m'a beaucoup frappé. C'est celle d'un peintre américain, donc du Wisconsin, qui est un vieux monsieur maintenant, qui s'appelle Tom Utek, que vous connaissez peut-être, dont les travaux n'ont jamais été présentés en France. Hein. Voilà, qui est bon, très très connu aux États-Unis, très cher d'ailleurs. Voilà, moi j'ai essayé de l'exposer en France, mais bon, on a peu de moyens dans les expositions françaises bien souvent, et quand on vous annonce les prix, les coûts de transport et les coûts d'assurance, vous dites, bon, très bien, ça restera de l'autre côté de l'Amérique. Alors, il faut imaginer le travail de Tom Utek comme un travail de peinture absolument conventionnel. Absolument conventionnel. C'est quelqu'un qui fait du paysage, c'est un paysagiste. Bon, très bien. Mais quel paysage? C'est très curieux, le choix qui est le sien, c'est de montrer des paysages, au fond, que nous avons perdus. Et lesquels? Les paysages, notamment du Wisconsin. Là où il a
grandi, là où il a enseigné. Jusqu'à une date récente, il était professeur donc dans cet état, professeur d'art plastique. Voilà. Et alors, il nous représente toujours, j'essaie d'agrandir les images, voilà. Il nous représente toujours, excusez-moi pour la définition, c'est vraiment dommage. Voilà. Vous remarquez qu'aujourd'hui, de plus en plus, tout est fait pour qu'on ne puisse plus accéder aux images librement, avec qualité. Bon, ce n'est pas un hasard, vous avez bien remarqué, c'est comme ça. Bon. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on voit. Oui, on voit quand même un peu. Les peintures de Tom Utech nous posent toujours un problème. Elles posent un problème assez évident à nous qui les regardons, puisqu'elles déclenchent une sorte d'effet de nostalgie, de perte du paradis perdu. Nous avons toujours chez lui des paysages qui sont saturés, vous voyez, de vie animale, de vie végétale, même quand il s'agit des arbres qui meurent, qui revivent, etc. Et ce qui est très frappant, alors par exemple, tenez celle-ci, je ne sais pas si on va pouvoir l'agrandir. Voyez, vous avez cette espèce d'extraordinaire générosité de ce qu'on va encore appeler la nature, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas s'il faut dire ça, bon, en tout cas de l'environnement. Et ce qui est très intéressant, c'est quelque chose qui s'impose très vite à nous, c'est que c'est toujours la représentation d'une nature sans l'homme. L'être humain n'existe pas. L'être humain n'existe pas. C'est ce qu'on appelle l'art anthropofuge. On dit l'art anthropofuge, qui est une composante intéressante dans on pourrait dire la symbolique de l'anthropocène aujourd'hui, c'est-à-dire se consacrer prioritairement en tant qu'artiste à la représentation d'un monde sans l'homme, en partant du postulat qu'au fond, la nature n'a pas toujours connu l'espèce humaine, qui dans le meilleur des cas a entre 6 et 9 millions d'années, alors que les espèces les plus anciennes du monde, donc ont, pour certaines d'entre elles, plus d'1 milliard d'années, donc voilà, et que finalement le monde pourrait continuer sans nous, vous voyez, sans que finalement il se passe grand-chose, ce serait juste un petit accident comme ça, on pourrait dire dans l'activité de la planète qui est la nôtre. Donc c'est un art anthropofuge, donc, et parfois d'une manière curieuse, un petit peu, je dirais pas provocante, mais Tom Utech pose dans le paysage des animaux dont certains ostensiblement nous tournent le dos, quoi qu'ils aient une position centrée, où certains nous regardent. Vous voyez, ils nous regardent comme ça, ils nous tournent le dos, ou ils nous regardent. Bon, comme à dire, ben voilà, c'est un spectacle, au fond, qui ne concerne pas l'homme, ou que l'homme n'a pas su voir, ou que l'homme ne veut pas voir, etc. Bon. Vous voyez, c'est assez intéressant. Le concept d'avertissement dans le champ de l'art peut prendre des formes très, très différentes. Mais dans tous les cas, il active le sentiment d'une défaillance. Vous voyez, une sorte de défaillance dans notre relation à l'environnement. Bon, et Utech, de ce point de vue-là, pour moi, est un artiste extraordinairement efficace, puisqu'au fond, il nous met en face de quelque chose dont on rêve tous, c'est-à-dire une nature pleine et entière, une nature riche, généreuse, prodigue, dans laquelle, finalement, les formes de vie se développent, c'est-à-dire naissent et meurent, bien évidemment, mais selon l'ordre d'une reconstitution qui va son train et qui n'est pas corrompue par, on pourrait dire, l'intromission activiste d'une espèce spécifique qui est en l'occurrence la nôtre. Alors vous voyez, c'est des formes de modulation ici intéressantes dont je vous parle dans ce rapport à l'inquiétude, comment les artistes se saisissent de ça. Donc avertir, c'est une donnée, c'est un acte essentiel. Alors il y a d'autres modulations aussi, et je vais essayer de vous les présenter, c'est-à-dire de vous dire à quel point les artistes peuvent, ou certains artistes, former à partir de cette réalité ou de cette culture de l'anthropocène, donc une certaine manière de créer des œuvres. Alors, je voudrais vous présenter le travail que vous connaissez sans doute parce qu'il a été très médiatisé, d'un collectif flamand, donc d'Anvers, créé en 2008, qui s'appelle le Captain Boomer Collective. Donc, alors Boomer, évidemment, fait référence à ce que nous sommes, nous, en tout cas les gens de ma génération, dit-on, c'est-à-dire ces horribles destructeurs de l'humanité, qui ont énormément profité de la croissance sous toutes ses formes, de la société de consommation, jusqu'à, évidemment, abîmer complètement le monde et à en faire ce qu'il est aujourd'hui. Alors, le Captain Boomer Collective, en 2015, crée, on pourrait dire, une sorte de performance collective et participative qui s'appelle Whale, The Whale, Whale, la baleine, bon, qui va prendre cette forme. Donc ici,
vous avez la reconstitution d'une baleine échouée donc, sur une côte. Donc voilà. Et cette baleine est laissée là comme si finalement les aléas du réchauffement des océans avaient perturbé, on pourrait dire, son GPS intérieur jusqu'à la perdre comme ça en des lieux où elle n'aurait jamais dû venir. Donc vous avez là une sorte de plutôt un cachalot posé sur une plage. Et donc ce que fait ce collectif, en fait, et ils l'ont fait souvent, c'est pour ça que je pense que vous connaissez cette œuvre, eh bien ils laissent en quelque sorte l'événement se produire et ils laissent les gens réagir. C'est-à-dire que dans un premier temps, voilà, les gens viennent, ils disent tiens, il y a une baleine échouée, donc c'est une sculpture hyper réaliste. Et puis, comme eux-mêmes le décrivent, vous avez un sentiment de communauté d'esprit qui se développe autour de cette catastrophe environnementale évidemment très spectaculaire. Voilà, un sentiment de communauté, c'est eux-mêmes qui le décrivent, hein, c'est leur site. Et ça s'accompagne, et c'est intéressant, d'une volonté éducative ici. Il y a une vocation, une dimension pédagogique aussi importante dans la manière dont les artistes plasticiens peuvent traiter la question de l'Anthropocène. Vous savez, pas seulement de crier au loup, mais de dire, réfléchissons, regardons, que se passe-t-il, qu'est-ce qu'on peut faire, que doit-on apprendre de ça. Cette dimension pédagogique nous incite à prendre, on pourrait dire, la juste mesure des problèmes, avec cette idée que je trouve très forte, en fait, qui demande de notre part une grande vigilance, c'est-à-dire savoir qu'il n'y a qu'une évaluation juste du problème que représente l'Anthropocène qui permettra de l'affronter avec sérénité et avec espérance, justement. Il faut connaître l'ennemi, d'une certaine façon. Savoir que l'ennemi, c'est nous. Enfin, nous, ou parmi nous, certains plus que d'autres. On est bien d'accord, mais quand même. Alors, cette pulsion à la pédagogie dans la culture de l'Anthropocène passe aussi par un retour très intéressant aujourd'hui de ce qu'on appelle les savoirs autochtones. C'est une donnée que je suis obligé de traiter, même si nous, les Occidentaux, bien souvent, tout ce qui est les autochtones, on regarde ça de loin, ou alors on range ça à la case folklore, si vous voulez, d'une manière très, très, très erronée. Les autochtones, on n'est pas habitués, nous, à ce concept d'autochtone. Par contre, si vous allez dans tous les pays anciennement colonisés ou au reste des populations dites natives, évidemment, la question de l'autochtonie est une question essentielle. C'est-à-dire qu'il y a des peuples, il y a des regroupements de populations qui étaient là avant l'arrivée de colons et qui, en général, ont été spoliés de leurs biens ou bien ont été repoussés, comme en Amérique du Nord, le reservation system, dans des réserves, etc., au terme d'accords qui étaient souvent des traités inégaux, parfois des traités iniques et ignobles, évidemment. C'est le puissant qui impose sa loi, bien évidemment. Alors, vous voyez, la question pédagogique, elle passe aussi par ça. Et je voudrais prendre un exemple intéressant ici. C'est lors de la dernière biennale d'architecture de Venise, donc il y en a une cette année là, qui commence au mois de mai, donc c'était en 2018, la création d'un deuxième pavillon par le Canada. Donc le pays qui est le Canada a traditionnellement un pavillon d'État depuis longtemps dans ce secteur à Venise qu'on appelle les Giardini, où vous avez en face du Lido tous les pavillons nationaux des grands pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, le Japon, vous voyez, tous ceux qui connaissent cette géographie peuvent les placer. Et puis, dans un autre lieu qui s'appelle l'Arsenal, très souvent, on a d'autres pavillons qui ont été installés au fil du temps, à mesure que les États devenaient représentatifs à l'échelle de la culture mondiale. Et en 2018, pour la première fois, les Canadiens ont fait quelque chose d'unique. Ils ont créé un second pavillon national, le pavillon des natifs, des autochtones. C'est la première fois. Il n'y a aucun pays qui a deux pavillons comme ça. Et ils ont fait une exposition intéressante qui s'appelait Unceded, les voix de la terre, Unceded, the voice of the land. Donc voilà, donc là je vous montre, c'est pas pour vous montrer ma prose, mais je ne savais pas trop comment vous montrer ça. Donc je sais pas comment on peut... voilà. Donc j'avais eu l'occasion de faire un travail pour un magazine, enfin une revue d'architecture pour laquelle je travaille depuis des années, qui s'appelle Archistorm, sur cette question, apprendre des autochtones.
Et en fait, c'était bien ça l'enjeu. C'est-à-dire que dans le cadre de cette biennale d'architecture 2018, qui était très marquée par cette inquiétude, en quelque sorte, de l'Anthropocène, une biennale où beaucoup de propositions d'architectes allaient dans le sens de trouver de meilleures manières, de meilleures méthodes de construire qui soient moins polluantes. Bon, il faut savoir, par exemple, que la construction béton et acier représente 10% du bilan énergétique mondial, enfin 10% de la production de CO2. Donc la construction est un des plus grands secteurs de pollution au monde. C'est comme ça. Et ce n'est pas un mince problème. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'en 2050, à peu près, notre Terre, qui a à peu près 7 milliards 650 millions d'habitants, pour autant qu'on puisse bien compter aujourd'hui, on aura au moins 10 milliards. Et donc, ça suppose qu'on va construire un très grand nombre de villes encore. Ou alors, on va les étendre, on va les étaler en très grand nombre. On ne peut pas faire autrement, bien évidemment. On ne peut pas les monter, etc. Bon. Donc, la question de la construction est importante. Et alors, que font les Canadiens ? Eh bien, ils mettent en avant justement ce que peuvent nous apprendre les autochtones, notamment du Canada, c'est-à-dire ces anciennes nations indiennes, que ce soit les Sioux, que ce soit les Hurons, que ce soit les Cris, les Mohawks, etc. Vous avez une vingtaine on pourrait dire de grandes tribus dans ce qui s'appelait l'île de la Tortue. Les Amérindiens appelaient l'Amérique du Nord l'île de la Tortue. Et évidemment, le premier de ces grands architectes qui a fait carrière, c'est Douglas Cardinal, qui est un architecte indien, d'origine indienne, donc à qui l'on doit, vous voyez ici, le musée des natifs de Washington, donc le musée consacré aux Indiens qui s'est ouvert il y a quelques années. Alors, quelle est la leçon, justement ? La question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut apprendre des autochtones ? Et qu'est-ce qu'on veut apprendre des autochtones ? Bon, voilà. L'idée qu'il faut s'inscrire dans un continuum, vous voyez, on pourrait dire de l'architecture adaptée profondément à son environnement, qui ne s'oppose pas à lui, mais qui se coule en lui, en partant du principe que ces nations indiennes, eh bien, étaient des nations de constructeurs, même si elles étaient pour certaines nomades, en fait semi-nomades en général, une partie de l'année, eh bien, elles ont mis en avant des techniques de fabrication, des demeures, des concepts d'urbanisme très intéressants, la manière de concevoir les villages, etc. Bon, par exemple, vous avez les habitats semi-enterrés. Par exemple, le concept de l'habitat semi-enterré, c'est-à-dire qui résiste mieux au froid. Donc vous avez les formes, ces sortes de formes élémentaires, les igloos, par exemple, comme ça. Bon, l'utilisation du bois aussi, toujours. La conception de villages qui sont des villages très marqués par un esprit collectif, avec une route principale qui fait le tour, par exemple. La question aussi de la propriété, le refus de la propriété foncière, le fait que le sol appartient à la communauté et pas aux personnes. Les personnes ne possèdent que l'habitat qui est dessus. Vous voyez, donc vous avez énormément de choses peut-être à apprendre de ces communautés. Et c'est ce que va montrer cette exposition, donc, qui met en avant des artistes, des architectes amérindiens. Alors, Douglas Cardinal, évidemment, est mis en avant. Voilà, quelques concepts. Voilà, chacun des architectes, chacune, il y a des femmes aussi présentes dans l'exposition, avec insistance, rappelle sa filiation roots, c'est-à-dire racine, et le poids de l'origine qui l'accompagne. Alors, c'est très intéressant. C'est une architecture absolument anti-moderne, d'une certaine façon, qui ne regarde jamais vers l'avant, ou même dans le présent, mais qui regarde vers le passé tout le temps. C'est très intéressant. Voilà ce qu'il faut peut-être apprendre des natifs, des autochtones. Et voilà, l'architecture autochtone est un accommodement, une figure de la négociation, mue toutefois par cette obligation, excusez-moi, de principe, faire que l'équilibre n'existe pas et que la proposition penche plus pour la tradition que pour la modernité. Voilà, avec l'idée qu'on ne construit pas sans discuter. On ne construit pas sans, en quelque sorte, voir ce que les anciens auraient pensé de ce que l'on fait. Vous voyez, il y a toujours cette idée comme ça, ces figures de la négociation. Alors, ici, je peux prendre... voilà, on va citer un de ces architectes, comme le dit... Excusez-moi, je cite un extrait, mais c'est intéressant. Ces gens-là sont extrêmement intéressants, d'autant qu'ils n'ont pas été écoutés pendant, on va dire, des décennies et des décennies, bien sûr. Comme le dit Matthew Hickey de
Toro Architecture, un Mohawk du clan Wolf, de son nom indigène Anayas, il est grand. Et voilà ce que dit donc Anayas. Pour moi, l'indigénéité est enracinée dans la terre. Il est donc logique que la création de lieux soit spécifique et orientée par une prise de conscience de l'environnement. Chaque projet sur lequel je travaille commence par une étude approfondie de l'environnement, en mettant l'accent sur les impacts sociaux et culturels et les effets que le design communautaire et régénérateur peut avoir sur toutes les cultures. Nous ferons de l'architecture, alors ça c'est intéressant, non seulement une forme d'expression culturelle, mais aussi une forme de régénération et de guérison. Vous voyez ces concepts très intéressants de régénération, de guérison, qui sont à l'opposé, bien évidemment, de tout ce qu'a pu être ce stupide mouvement architectural qu'on a appelé la starchitecture. Je dis qu'on a appelé parce que tout ça c'est fini. Ça a été déclassé en très peu d'années, bon, il y a une dizaine d'années, par justement l'irruption des questions environnementales, c'est-à-dire le retour du prétendu grand architecte, le grand geste, le grand bâtiment impressionnant, etc., qui vous a donné toutes ces sortes de stupides bâtiments, tous plus ridicules les uns que les autres, enfin de Stephen Hall, de Frank Gehry, de Daniel Libeskind, de Peter Eisenman, enfin Zaha Hadid, etc., dont on voit bien aujourd'hui qu'ils sont absolument, ils sont imbranlables, quoi. On ne sait pas comment les chauffer, on ne sait pas comment les entretenir. Ils ont coûté en général 4 ou 5 fois plus cher que prévu. Enfin bon, voilà. Mais tout le monde voulait ça. C'était évidemment le signe. C'était l'architecture du néolibéralisme triomphant, d'une certaine manière. Hein, c'est-à-dire le spectaculaire, le clinquant, le bluffant, le médiatique aussi. Hein, ça se publie très bien. Et puis le touristique, hein, puisque c'est de l'architecture touristique. Hein, bien évidemment, tout le monde va se photographier devant le Guggenheim de Bilbao, etc., sans se demander le coût, par exemple, du nettoyage des vitres. Par exemple, du simple nettoyage des vitres. Il faut faire appel à des spécialistes pour nettoyer les vitres des spécialistes tout simplement de l'alpinisme. Vous voyez, les gens, ils sont là avec des cordes, hop. C'est assez intéressant. Bon, bref. Alors, la question, c'est pas de tout critiquer, c'est pas ça, mais c'est de voir, au fond, que dans ce comeback primitiviste, si vous voulez, dont on parle ici, il n'y a pas forcément quelque chose de rétrograde, vous voyez, de passéiste. Hein, il y a l'idée qu'on peut, au fond, toujours trouver un avantage à regarder ce qui s'est fait, sachant que les gens qui ont travaillé avec un respect de l'environnement plus grand que celui qui est le nôtre. Alors, une autre modulation, alors jusque-là c'est la pédagogie, une modulation pédagogique, hein, voilà. Bon. C'est une autre modulation intéressante aujourd'hui dont les artistes se sont emparés, assez peu mais certains, c'est la modulation juridique. Bon. Et là, il y a un exemple que vous connaissez peut-être, qui est assez connu. C'est celui qui a été offert par Ackroyd et Harvey, donc deux artistes anglais, donc britanniques. Je vais vous les présenter le travail. Voilà, donc je l'arrête ici. Donc Ackroyd et Harvey sont deux artistes qui travaillent depuis une vingtaine d'années, sont des Londoniens. Leur champ de préoccupation principal est donc la question écologique. Ils prennent très au sérieux. Ce sont des gens qui connaissent Lyon. Ils sont venus à Lyon, d'ailleurs. Je me souviens avoir avec eux et Thierry Boutonnier, qui est un artiste lyonnais que vous connaissez peut-être, un de nos artistes jardiniers dont on parlera la prochaine fois. Je me souviens qu'ils sont venus planter un chêne de Joseph Beuys, dans le quartier Mermoz, il y a quelques années. On avait fait cette petite cérémonie. Alors, on reparlera de ça. En 1982, Joseph Beuys, l'artiste allemand, avait planté des chênes à Cassel. Bon, 7000 chênes, une œuvre qui reste une des grandes œuvres du XXe siècle en matière environnementale, puis une des grandes œuvres tout court du XXe siècle, une des plus importantes, en tout cas de la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, Ackroyd et Harvey, en 2006, vont à Cassel, là où Beuys avait planté ses chênes, mais il les avait plantés en 82, donc ils y vont plus de 20 ans après, ils recueillent des glands de ces chênes, ils les mettent dans des pépinières et ils viennent les planter ça et là. Et Thierry Boutonnier avait demandé donc à Ackroyd et Harvey de venir planter un chêne de Beuys dans le quartier Mermoz, donc à Lyon, ici même. Voilà, donc je me souviens de ça. Alors, ces artistes ne produisent pas que des œuvres, on pourrait dire, qui prennent la forme d'actions comme celle-ci, avec un quotient évidemment essentiellement symbolique, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin. Et entre autres propositions, ils en ont fait un grand nombre,
dans le domaine de l'art environnemental. Ils ont en 2012 créé quelque chose d'assez unique qui s'appelle le procès écocide, The Ecocide Trial, donc 2012, qui est ici, voilà, vous le voyez ici se développer. Je vais couper le son peut-être momentanément, juste pour que vous ayez une idée de ce que c'est, et je vais vous le décrire. Il s'agit en fait d'une réalisation sans précédent où ces deux artistes vont essayer de créer ce qui n'arrive jamais dans le champ juridique, hein, c'est-à-dire la punition des responsables d'écocides. Oui, c'est-à-dire de destruction à grande échelle on pourrait dire, du monde environnemental. Bon. Que font-ils? Donc, avec pas mal de moyens, parce que ça a coûté cher, ils vont demander à la cour, une cour anglaise, donc à Londres, de se réunir pour statuer sur 2 cas d'écocide où on va juger les responsables. Une marée noire, donc d'un côté, donc une marée noire classique, le pétrole, voilà, comme Deepwater Horizon, on en a parlé la dernière fois, et également donc une souillure à grande échelle territoriale due à l'exploitation de l'extraction des schistes bitumineux. Voilà, donc vous avez 2 accusés ici. Il y a évidemment un recueil des charges qui pèse sur ces accusés. Les voilà, donc accusés. Ils ont bien sûr des défenseurs, des avocats. Vous avez la cour, le juge, et puis vous avez le ministère public, hein, qui est la prosecution, hein, l'équivalent du procureur, hein, si vous voulez, chez nous, qui dit, ben voilà, vous avez fait ci, vous avez fait ça, etc. Alors c'est fait exactement comme, c'est un véritable procès, sauf que c'est fictif, évidemment, il n'y a pas eu de pollution. Mais on voit, c'est fait avec une rigueur extraordinaire. Alors, je crois qu'il y a très peu de gens qui ont vu la totalité. Ça dure plus de 4 heures. Ça dure 4h20. Donc, hein, 4h20. Et pendant ces 4h20, vous avez les débats, vous voyez, entre les personnes. Hein, les gens qui disent « mais non, on n'est pas responsable »,« mais si, vous êtes responsable », dadadi, dada. C'est comme ça. Et finalement, ils plaident, ces 2 représentants d'entreprise, donc, plaident non coupables, mais à la fin, ils sont condamnés pour écocide. Bon, voilà, alors tout ça est extrêmement sérieux. Voilà. Bon, malheureusement, on n'a pas les sous-titres, mais je vous montre juste comment ça se passe. C'est un véritable procès. Voilà, ils ont fait ça. Donc c'est filmé en temps réel, hein. C'est filmé, ça dure 5 heures dans la réalité, 4h20, hein, donc c'est filmé du début à la fin. Hein, voilà, donc les plaidoiries. Voilà le procureur, hein, voilà, qui est un vrai procureur, hein, dans la vie. Hein, ce sont de véritables juristes, hein, des magistrats. Of course, a number of those were employed as part of the clean-up operation by GPC, were they not? They were, yes. And just coming back from him to the bird loss figures. Voilà, etc. Je ne vais pas vous embêter. Je vais pas vous le passer. On va pas rester jusqu'à 11h ce soir, hein, pour attendre le dénouement. Bon, alors, il y a une raison d'être à ça. Alors, la première chose, c'est que chaque fois que vous exposez une œuvre de Ackroyd et Harvey, moi je le sais parce que j'ouvre une exposition collective le mois prochain, ils en font partie, ils vous demandent de projeter cette œuvre dans l'exposition. Hein, c'est comme ça, même collective. Voilà, bon, le problème étant qu'il faudrait qu'ils mettent au moins des sous-titres en anglais parce que c'est une langue difficile à comprendre, bien sûr. Mais bon. La donnée très intéressante, bien sûr, c'est une donnée ici, on pourrait dire, politique. C'est de faire valoir, et c'est leur désir, l'importance du crime, qui est le crime d'écocide, au niveau international, et de le faire reconnaître comme le 5e crime contre l'humanité. Hein, bon, vous avez voilà, les crimes contre l'humanité, vous avez le génocide, le crime contre la paix, le crime d'agression et les crimes de guerre. Hein, voilà ce que vous avez dans cette liste. Et donc, le but de ces artistes, c'est de travailler à ce qu'une nouvelle échelle des responsabilités environnementales donc soit posée, soit débattue et finalement soit reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Alors c'est un grand débat, c'est un débat complexe, c'est une question qui a été posée en France. Hein, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je me souviens que le Sénat français en 2017 a statué sur la possibilité de mettre en avant en France un crime qui serait le crime d'écocide, et ça a été refusé.
Alors ça a été refusé non pas tant parce que du fait de la couleur politique du Sénat, je crois que la question n'est pas là, mais ça a été refusé d'abord pour une raison, c'est qu'il existe des lois déjà qui punissent la destruction des écosystèmes, la souillure, etc. Il y a un champ de responsabilité, il y a un dispositif pénal, hein, bon voilà, vous êtes condamné à temps, etc. Les principes pollueur-payeur, hein, ça existe en France. Mais il y a aussi une autre raison beaucoup plus complexe qui avait été soulevée dans les débats, c'est en fait de savoir qui est l'écocideur exactement, vous voyez. Et notamment la question de la co-responsabilité, même involontaire. Bon, c'est assez simple, hein, là, moi c'est une chose que je dis souvent, je me répète, mais à partir du moment où vous prenez votre voiture, vous allez faire le plein dans une station essence qui appartient à une grande compagnie pétrolière qui fait des forages, souvent évidemment désastreux sur le plan environnemental parce qu'il y a toujours des effets de pollution, est-ce que vous n'êtes pas, vous aussi, un receleur de l'écocide, vous voyez, hein, comme quand vous achetez sciemment des objets volés à quelqu'un, vous êtes responsable. Hein. Donc la question problématique, c'est le recel écocidaire, vous voyez. Et là la loi bute hein, sur la question. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est très bien que la loi bute sur la question. Bon, parce que certains disent, certains juristes vous diront, c'est pas moi, hein, je ne me permettrai pas, mais ils diront, en fait, la seule manière de bien juger, c'est de juger au cas par cas. Vous voyez, c'est de juger au cas par cas plutôt que peut-être sortir une sorte de loi générale. Alors évidemment, le débat est ouvert. Et Ackroyd et Harvey ne vous imposent pas, évidemment, de dire nous avons raison. Ils vous mettent en avant la possibilité de réfléchir justement sur cette question, donc de cette question juridique en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'on fait valoir ici, si vous voulez, c'est important. C'est le rappel des responsabilités, dont les nôtres, hein, bien sûr, et la dimension juridique de l'Anthropocène. Et l'Anthropocène existe aussi, et j'insiste sur l'adverbe là aussi, parce que l'on n'a pas voulu ou su y mettre les freins législatifs hein, qui s'imposaient contre la croissance de ce qu'on appelle la contamination du monde. C'est en ce sens-là qu'il y a une question, on pourrait dire, de co-responsabilité générale dans cette affaire. Alors ça peut vous déplaire peut-être. Hein. Je pense qu'il y a des gens parmi vous, et je le comprendrai, je respecte absolument ça, qui essaient de vivre selon un modèle de décroissance, qui vraiment font très attention à leur bilan carbone, et c'est très bien, hein. J'essaie aussi un peu d'y faire attention, c'est évidemment pas facile. Bon, on peut toujours faire comme, vous avez vu la décision de décembre dernier de Yann Arthus Bertrand, hein, après avoir fait des centaines de milliers d'heures d'hélicoptère, dit, eh bien c'est fini, je ne prends plus l'avion. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans sa péniche qui lui sert de bureau sur la Seine à Paris, il installe un grand écran et il dit, maintenant, je donnerai toutes mes conférences depuis mon bureau. Vous voyez, bon, voilà, et je ne me déplacerai plus. Je ne prendrai plus l'avion, je ne prendrai plus mon hélicoptère, etc. Bon, alors, beaucoup de gens, évidemment, ont ironisé, parce qu'on dit, bon, le monsieur Yann Arthus Bertrand, je crois, à 72 ans, il était peut-être temps qu'il prenne cette décision. Vous voyez, après avoir infiniment pollué l'atmosphère vue du ciel. Bon, et même si, soyons honnêtes, il gère donc une fondation pour en quelque sorte, la correction du bilan carbone. Hein, bon, voilà. Donc, vous voyez, tout ça est très compliqué. Hein, c'est assez compliqué. Bon, alors, moi, je veux respecter les gens qui donc, vivent d'une manière qui évite cette contamination du monde. Donc, bon, mais en montrant, hélas, comme le montrent les artistes ici, que ce n'est pas si simple. Alors, sur ce propos de la contamination du monde, je voudrais citer un livre qui est important. Parce que moi, je n'invente rien. Moi, j'invente rien. Je suis un lecteur. Je respecte absolument les chercheurs. Je suis le dernier, je veux dire par là, je suis arrivé le dernier, donc il y a des tas de gens qui travaillent très très bien. Donc je suis très attentif. Et je voudrais citer le travail de François Jarige et Thomas Leroux. Donc en 2017, aux éditions du Seuil, ils ont publié cet ouvrage qui s'appelle La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel, donc qui est vraiment intéressant. Bon, j'ai eu l'occasion de les entendre en conférence, et en fait, ils montrent comment, dans ce livre, en fait, les humains qui adoptent le modèle industriel ont toujours su que c'est un modèle hautement pollueur, évidemment, mais ils ont toujours, en quelque sorte, contaminé en essayant d'apprécier vous voyez, le rapport de force avec les populations. Voilà. Et ça explique la naissance de ce concept au XIXe siècle, très tôt, qu'on appelle le fameux seuil de tolérance. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il n'y a pas de seuil de tolérance.
on fait n'importe quoi, on pollue n'importe quoi. Et puis, au fur et à mesure que les populations civiles et ou les politiques, bon, mais plutôt les populations civiles, commencent à contester ces données-là de pollution, de contamination du monde, bien, on met des seuils. Vous voyez, on met des seuils comme ça, bon, et progressivement, on voit que les seuils sont de plus en plus draconiens, mais ça prend beaucoup de temps, et en attendant, le monde se pollue. Alors, en fait, avec vous voyez, ces différentes formes d'expression, on est mieux armé légalement contre ce qu'on peut appeler les postures écocidaires. Et l'idée, c'est que mieux armé légalement, on sera plus efficace. On sera mieux à même de voir, non pas peut-être comment réduire les agressions, on peut le voir sans ça, mais comment éventuellement donner un cadre, vous voyez, un cadre légal à ce que serait la contamination du monde. Un cadre légal et élargi, c'est-à-dire un cadre, comme le souhaite évidemment Ackroyd et Harvey, qui soit un cadre universel ici, hein, c'est bien ce qui est souhaité, c'est le caractère universel. Alors vous voyez une autre modulation ici intéressante, la modulation juridique. Hein, cette inquiétude que produit l'Anthropocène, eh bien, il y a une manière d'y répondre aussi, c'est de dire, bon, regardons du côté de la loi. Finalement, la loi, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous est supérieur. Ce n'est pas forcément ce à quoi nous aspirons. On n'aspire pas à la loi, mais au fond, la loi, d'une certaine manière, en tout cas dans les États démocratiques, c'est ce qui nous permet de nous voir imposer des situations qui nous seraient très désagréables. Je me souviens, il y a très longtemps déjà, un macaron aux États-Unis derrière une voiture sur la question de la limitation de la vitesse. Et il y avait donc la limitation, je crois, 55 miles par heure. Et puis il y avait marqué « Cette loi me dérange, mais c'est la loi ». Vous voyez, bon, cette question finalement de la responsabilité collective, bon, évidemment, qui est toujours une responsabilité contre nous-mêmes. Bon. Je voudrais faire un petit aparté ici avant d'aborder une autre modulation dans cette culture de l'Anthropocène. C'est la question de l'éthique par rapport à la question du désir personnel, c'est-à-dire la question du collectif par rapport à l'individuel. Alors, vous savez, on parle souvent de la vie comme une sorte d'émergence de l'action, de la croissance, de tout, c'est vrai, dans une perspective qui était celle, il y a quelques siècles, d'un philosophe d'Amsterdam qui s'appelait Baruch Spinoza, qui parlait du conatus. Il disait, le conatus, c'est une espèce de vouloir vivre, vous voyez, cette espèce d'élan, comme ça, l'élan. Et l'idée, c'était que ce qui caractérise la nature, que ce soit la nature humaine ou la nature tout court, et c'est tout à fait juste, c'est le fait de se prolonger par tous les moyens. Bon, et ce qui caractérise notre vie, c'est aussi le fait, en quelque sorte, qu'elle puisse se continuer par tous les moyens. Et évidemment, le moteur de cette continuation potentielle qu'il faut organiser, c'est le désir. Bien sûr, nous sommes armés du désir. Le désir est une arme. Alors, il y a une question à poser dans la culture de l'Anthropocène, et franchement, je n'ai pas de réponse. Hein. Là, je ne viens pas comme un docteur qui va vous expliquer tout ça. Je ne sais pas. C'est le rapport du désir personnel, notamment, avec celui de l'éthique, c'est-à-dire, au fond, de la responsabilité morale collective qui engage tout le monde. Et on constate qu'un des grands problèmes, justement, de la lutte écologique, c'est justement, bien souvent, la nécessité de devoir sacrifier le désir à l'éthique. Vous voyez, il y a un philosophe, bon, je ne vais pas développer ça, mais j'avais trouvé, qui est un spécialiste de Gilles Deleuze. Bon, Gilles Deleuze, qui est mort en 1995, c'était vraiment un très grand penseur, notamment du désir, de l'intention, de la volonté de vivre, de l'expansion. Vous voyez, c'est comme ça en disant, au fond, qui sommes-nous, nous, êtres humains? Nous sommes pris dans des systèmes, mais quel est notre désir? Eh bien, c'est de créer, au fond, des sortes de devenir libres, en quelque sorte. Bon, c'est d'être tout le temps en train de produire des agencements qui soient des agencements du désir qui s'accomplit. Quand vous prenez le très grand livre à peu près incompréhensible d'ailleurs, il faut bien le dire. Hein. Moi, j'ai vraiment mis du temps, j'ai passé beaucoup de temps dans ce très grand livre qui s'appelle 1000 plateaux, Capitalisme et schizophrénie 2, 1980, édition de minuit, qui a été écrit par Gilles Deleuze avec Félix Guattari, le psychanalyste. Je ne sais pas ce qu'ils avaient pris, ce qu'ils avaient fumé, je n'en sais rien, mais parfois ça va très haut. Et parfois on comprend des choses.
Et par exemple, dans le fameux chapitre qui s'appelle Micropolitique et segmentarité, justement, Deleuze et Guattari opposent des choses très importantes. Ce qu'ils appellent le molaire dans les sociétés, c'est-à-dire l'ordre établi, les choses dures, solides, et ce qu'ils appellent le moléculaire. Vous voyez, le moléculaire, c'est quoi? C'est au fond toutes les actions qu'on va mener pour essayer de résister à cette espèce d'univers solide qui nous entoure, c'est-à-dire les institutions, le pouvoir, l'argent, vous voyez, la famille, l'école, bon, tout ce qui constitue des pouvoirs monolithiques parce qu'institutionnalisés par la loi et puis acceptés par consensus social, hein, bien évidemment. Donc le rapport du molaire au moléculaire. Et la culture de l'Anthropocène pose cette question aussi, c'est-à-dire jusqu'où peut aller mon désir? Jusqu'où ai-je le droit d'aller? Vous voyez? Et justement, je reviens à ce philosophe donc, qui spécialiste de Deleuze, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il disait en fait, dans la culture d'aujourd'hui, on pourrait dire l'éthique joue comme un contre-désir, vous voyez, une sorte de gendarme contre-désirant. J'aime bien cette formule, un gendarme contre-désirant, qui vous fait dire « Ah, tu veux ça? Non, tu peux pas. Ah, tu veux faire ça? Non, tu peux pas. Enfin, tu peux le faire, mais attention à la mauvaise conscience, etc., etc. » Donc, ça doit être posé parce qu'au fond, nous ne vivons pas sans désir. Nous ne vivrons pas, même cette crise de l'Anthropocène, si on espère la réduire, sans justement désirer très fortement qu'elle soit réduite. Donc, désirer de jeter nos corps en avant. Voilà, le tout étant de trouver les modalités. Alors, une autre donc, très intéressante donc, modalité, ici, une autre modulation, donc c'est celle de l'adaptation. L'adaptation. Et je vais vous donner un assez grand nombre d'exemples ici. La culture de l'Anthropocène, pour beaucoup d'artistes ou d'architectes, bon, au fond, n'est pas d'abord une culture du traumatisme. C'est une culture qui prend en compte le fait qu'il y a un problème et que toute l'histoire de l'humanité s'est toujours solutionnée par un principe d'adaptation. La force de l'espèce humaine, c'est sa résilience. C'est-à-dire la capacité de résister, la capacité de trouver des solutions, même parfois des solutions négatives, temporairement, du moment que finalement on puisse avancer. Alors, il y a énormément de travaux artistiques qui parlent de l'adaptation, mais j'en ai pris quelques-uns dans le champ des arts plastiques et puis également dans le champ de l'architecture. Voilà. Alors, je voudrais vous présenter d'abord une œuvre qui est actuellement visible à la Biennale de Singapour. Donc, une œuvre d'un collectif anglais qui est un collectif de designers, de plasticiens, de théoriciens. Comme il y en a, vous savez, parfois, ces gens qui se regroupent, comme ça, vous avez des philosophes, des sociologues, des architectes, des plasticiens, etc., des politiciens. Ça s'appelle Superflux. Et Superflux, ce sont des Londoniens. On présente actuellement à Singapour donc, une œuvre qui s'appelle Mitigation of Shock. London, donc 2050, c'est-à-dire l'atténuation du choc, Londres 2050. Donc c'est une œuvre qui a d'abord été présentée, il y a quelques années à Londres, et puis elle a eu un tel succès, si vous voulez, cette œuvre a eu un tel succès que finalement, ben voilà, elle se promène un peu partout. Alors de quoi s'agit-il? Je vais essayer de vous le présenter. Ici, il y a une vidéo qui est en... Voilà, j'espère qu'on va l'avoir. Bon, alors je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas. Juste attendons un petit peu. Alors, il s'agit en fait, je ne sais pas ce qu'on aura, mais on aura quelque chose de toute façon. Voilà. Alors, il s'agit en fait d'une sorte de futurible, c'est-à-dire la présentation d'une situation du futur qui nous place en 2050 à Londres dans ce que serait un appartement. On pourrait dire, voilà, je vais couper le son, hein, si vous voulez bien, pour commencer. Je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs. Excusez-moi. Attendez, j'ai l'impression qu'on rame un peu avec la... Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? On a peut-être un petit problème. Alors, on a eu ça la dernière fois, il a fallu rebooter, comme on dit. Alors, il nous fallait non pas un rebooteux, mais un rebooteur. Je ne sais pas si on a un rebooteur ici.
Et on a un problème, là, je crois, avec mitigation of the shock. Bon, on va voir si on peut faire autrement. Bon, voilà, on va essayer de faire autrement. Malheureusement, la vidéo est bien. En plus, elle est faite par le collectif lui-même. Hein, c'est le collectif lui-même. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait, ici, comme vous ne le voyez pas immédiatement, de vous présenter un appartement à Londres en 2050. Hein, c'est-à-dire un appartement donc, de l'ère de l'Anthropocène, on pourrait dire réalisé, c'est-à-dire de la crise, des problèmes comme ça donc, qui surgissent. Alors, c'est ce que vous montrerez bien, donc, la vidéo que moi je ne peux pas vous montrer, c'est justement ce processus d'adaptation ici. D'abord, vous avez uniquement des meubles récupérés. Bon, vous voyez que ça a commencé ici, hein, dans les formes, on pourrait dire, d'urbanisme transitoire, comme c'est le cas ici, on récupère des choses, donc du réemploi. Également, on voit, dès l'entrée, vous avez des bottes, vous avez énormément de choses qui permettent de lutter contre l'eau. Donc on en déduit que le niveau de la Tamise a très fortement monté. Il y a eu une montée des eaux, vous voyez, donc bon, hein, on vit dans l'eau. Et puis, il y a énormément il y a des livres, des livres de recettes de cuisine, vraiment un peu inquiétants. C'est-à-dire comment cuisiner vos animaux domestiques, par exemple, vous voyez. Voilà, si tout d'un coup, il n'y a plus de viande, il n'y a plus rien à manger, que vous voulez de la viande, mais il n'y a pas de problème, vous cuisinez votre chien ou votre chat. Hein, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses sur les insectes. Voilà, donc il y a tout un côté, vous voyez, à la fois un monde de récupération, un monde aussi dystopique, hein, qui est très marqué par le fait qu'on a perdu un certain mode de vie, un certain confort, bien évidemment, mais que pour autant, eh bien, la vie est possible. La vie est possible, la vie continue, et elle est marquée par une très forte capacité là d'organisation, justement, adaptative, hein, qui, évidemment, ne vient pas de rien, puisque les artistes ici ont travaillé avec des experts, notamment de la vie dans des conditions difficiles, en particulier des experts de la NASA, parmi d'autres. Donc, ce n'est pas seulement une rêverie, donc une simple rêverie comme ça, hein, sur ce que pourrait être la vie dans le futur. C'est au contraire quelque chose qui intéresse beaucoup, et c'est la raison pour laquelle, finalement, cette œuvre a énormément de succès. Vous pouvez visiter cet appartement et préfigurer, en quelque sorte, ce que sera cette vie après la fin du monde. Hein, c'était le titre de l'exposition en 2017 à Londres, dans laquelle avait été présentée cette œuvre, bien évidemment. Voilà. Alors, je vous lis quelques extraits en français, rapidement. Par le biais d'un appartement fictif. Alors ça, c'est le site de Superflux. Hein, j'invente pas ça, c'est pas une analyse. Par le biais d'un appartement fictif, donc mitigation of shock, qu'on peut traduire par gestion du choc ou atténuation du choc, donc, met en lumière les bouleversements occasionnés par le changement climatique dans la façon dont seront agencés nos habitats dans les 200 prochaines années. Et ils sont nombreux. Montée des eaux, raréfaction de la nourriture, pluviométrie extrême vont radicalement modifier nos modes de vie. Nourriture, pluviométrie extrême, bon, hein, vous voyez déjà ce que ça peut donner. Alors, quelques petits exemples amusants. Donc, dès l'entrée, alors ouais, pour mettre en condition, dès l'entrée de l'installation, un kayak annonce la couleur. Bon, vous qui êtes à Lyon, préparez-vous, hein, quand le Saône et la Saône et le Rhône vont monter, hein, donc préparez vos kayaks. Hein, les villes de demain seront noyées sous les eaux. Sur une étagère, plusieurs livres de recettes, alors j'en ai parlé, les animaux de compagnie comme protéines, ou comment cuisiner en temps de disette, invite à cuisiner hamburger de verre de farine, ragoût de renard et autres préparations à base d'insectes. Bon, cela dit, ça a un petit peu commencé. Hein. Un changement profond dans la production, le stockage et la consommation des aliments a été opéré. Des pointes de flèches façonnées à partir d'anciens circuits imprimés remettent la chasse au goût du jour. Bon, vous voyez, ça ne sera peut-être pas si terrible que ça, finalement, le futur anthropocénique. On va tous retourner à la chasse. Hein, voilà, on va fabriquer nos flèches, nos arcs, hein, etc. Bon. Alors, si vous voulez, cette intention pédagogique, hein, vous voyez, cette fois, c'est d'aller dans le sens de dire on peut s'adapter. On peut s'adapter, mais en acceptant, évidemment, à un coût assez considérable, dans le sens de ce qu'on peut appeler la réadaptation rétrograde. Hein, c'est-à-dire que là, avancer, ça va être reculer, hein, si vous voulez. Et reculer, ça va être avancer d'une certaine façon. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne rentre pas dans ce qu'on appelle la stance catastrophiste. Hein, donc l'adaptation, donc cette fois, est chargée de positivité. Et ici, on pourrait dire que
le génie humain, la capacité à la rationalisation va corriger en quelque sorte les problèmes. Alors, je vois le temps qui passe, on m'a fait des signes, et je voudrais juste, pour finir aujourd'hui, prendre un exemple, après les arts plastiques, puisqu'il s'agit d'une installation artistique ici, prendre un bâtiment qui déjà était... Pardon ? Ah, d'accord, ben oui, merci. Alors, Internet fonctionne, ben, tant mieux, c'est gentil. Voilà, on a eu notre reboot. Alors, voilà, je voudrais juste vous montrer un bâtiment, c'est un peu une sorte d'hommage au MAC de Lyon qui m'a gentiment invité. Il s'agit de ce bâtiment qui est l'Académie des sciences de San Francisco de Renzo Piano, qui a ouvert donc en 2008 et qui est déjà, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps, qui exprime bien dans la culture de l'Anthropocène cette capacité impérative qu'il y a à se réadapter, donc à faire varier les modèles. Alors, cette Académie des sciences de Californie, je vais vous la présenter très très rapidement, mais je pense que ça vaut la peine. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe ici. Voilà. Donc, la voici. Vous voyez ce bâtiment exceptionnel ici. La particularité de ce bâtiment est d'être un réemploi. Donc, il y avait auparavant 2 bâtiments les uns à côté des autres. Donc, ce que fait Renzo Piano, à qui on doit le MAC de Lyon, comme vous savez, donc grand architecte génois, donc qui n'a pas tout réussi, mais bon, c'est quelqu'un de très intéressant. Eh bien, quand on lui demande de reprendre en charge cette double structure où il y avait un planétarium au départ et un musée d'histoire naturelle, eh bien, il décide de fondre ces 2 ensembles en un seul. Vous voyez, on va peut-être essayer. Voilà. Je pense que vous voyez quand même ici assez bien. Et il va créer tout un dispositif absolument stupéfiant, on pourrait dire, d'adaptation environnementale du bâtiment. Alors, quand le bâtiment est sorti, ça faisait sourire un peu les gens, notamment dans le monde de l'architecture, parce que certains disaient, ben voilà, Renzo Piano, après avoir conçu avec Richard Rogers, sans doute le musée qui consomme le plus d'énergie, qui s'appelle le Centre Pompidou Paris, qui est un musée inouï sur le plan du coût. Le coût de chauffage, le coût de préservation, de conservation des œuvres, le coût de l'entretien, de la peinture. Vous avez remarqué que ce bâtiment qui est sorti de terre, qui a été livré en 1977, si mes souvenirs sont bons, a été rénové déjà plusieurs fois. Donc vous imaginez le coût extraordinaire de ce type de bâtiment. Eh bien, certains ont ironisé en disant, ben voilà, maintenant, il nous fait quelque chose d'écologique. Alors, on va laisser de côté les querelles et simplement prendre en compte ce principe d'adaptation, vous voyez, ici, sachant que tout est fait dans ce bâtiment pour arriver à un maximum d'autonomie en termes de coûts énergétiques. Alors, vous avez bien sûr une grande partie des lieux qui sont végétalisés. Bon, ça s'est banalisé depuis aujourd'hui, vous le savez très bien. Mais une grande partie de tout ce qui est caoutchouc, par exemple, est fait avec des pneus recyclés, par exemple. Vous avez une infinité de plantes qui sont proposées dans le cadre d'une mise en forme de la biodiversité, etc., etc. Bon, une sorte de ventilation contrôlée qui est une ventilation naturelle. Donc ici, quelque chose de très prégnant, je crois, qui a fait dire en 2008, quand ce bâtiment a été achevé, très fièrement, les Américains, le New York Times, l'article, le journaliste, c'est le bâtiment le plus vert du monde, jusqu'à nouvel ordre. Alors, je ne pense plus qu'aujourd'hui ce soit le cas, mais c'est très intéressant. Alors, pourquoi je veux vous montrer, je vais finir parce que je vois qu'il est l'heure et je vais vous libérer. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelque chose dans la culture, justement, esthétique, dans l'esthétique de l'Anthropocène, qui est très frappant quand on observe ce bâtiment, c'est la mise au second plan de ce qu'on pourrait appeler le principe de plaisir esthétique. Et là, on marque une rupture extrêmement forte avec la star architecture, qui est une architecture des grands gestes, qui est une architecture des formes insolites, bizarres, qui font que, par exemple, on ne peut plus voir aujourd'hui un bâtiment construit droit. Vous avez remarqué, ce n'est pas possible. On ne peut plus voir une façade normale. Il faut qu'il y ait une batterie de résille devant, des sortes de pare-soleil mis dans tous les coins. Vous ne voyez plus rien, ce n'est pas grave.
quand Francis Soler a fait le bâtiment il a refait dans rue de Valois le bâtiment du ministère de la Culture, il a mis des belles résilles devant les fenêtres, tout le monde s'extasiait. Puis je sais pas, il y a Candide qui est arrivé, puis il a dit, mais c'est bête parce qu'on voit plus rien à travers les fenêtres. On lui a dit, mais espèce de crétin, il y a des résilles, sont des brises soleil, puis l'air circule, enfin tu vois, puis c'est beau, puis, bon, etc., etc. Bon. Alors vous voyez la différence. Alors c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est aussi un problème parce que ça va dans le sens de cette donnée qui est de l'ordre de la privation. Vous voyez, il y a dans la culture de l'Anthropocène un travail mental qu'il faut faire et qui est un travail qui va souvent vers la raréfaction de on pourrait dire de nos critères de plaisirs ordinaires, hein, les critères acquis du plaisir. Un travail, une pensée, une mentalité qui va vers un certain renoncement, notamment à la gratuité, un renoncement aussi à l'esthétique comme valorisation, on pourrait dire, de la beauté ou de quelque chose qui suscite en nous une exaltation esthétique au profit d'une hyper-fonctionnalisation qui va bien au-delà du fonctionnalisme né il y a 100 ans avec Walter Gropius, avec le Bauhaus, qui était essentiellement un fonctionnalisme de la construction. Hein, la forme suit la fonction. Hein, donc c'était le fameux, les 3 F, quoi, form follows function. Ça va beaucoup plus loin, puisqu'ici, à la limite, la question même de la forme ne se pose plus. Hein, c'est la préservation écologique qui dicte la totalité, on pourrait dire, du bâtiment conçu comme un organe environnemental lui-même. C'est-à-dire, si ce bâtiment produit un bilan carbone négatif, eh bien, il faut que dans le même temps, il soit conçu pour devenir ces bâtiments qu'on appelle à énergie de positivité, par exemple, c'est-à-dire qui produisent autant on pourrait dire dans le bon sens que dans le mauvais sens en termes de bilan carbone. Alors, vous voyez, cette esthétique est intéressante. Hein, vous voyez, c'est, je crois, quelque chose à quoi on doit s'habituer, on doit commencer à s'habituer. Et ça en dit long sur, au fond, tout le travail mental de réadaptation symbolique auquel nous sommes obligés, d'une certaine façon, de consentir présentement. Voilà, donc je vois qu'il est l'heure, le temps a beaucoup passé, je vais vous parler de plein de choses encore, mais bon, j'ai oublié. Enfin, je n'ai pas oublié, mais j'ai regardé l'heure, donc j'ai laissé passer. Et donc, voilà, je ne sais pas si je peux prendre 5 minutes ou pas. Je voulais juste vous montrer une dernière œuvre, si vous voulez bien, très courte, d'un plasticien cette fois. C'est une dernière modulation, et j'ai envie de dépasser un tout petit peu de quelques minutes le temps, qui m'est imparti, parce que la dernière des modulations dans la culture de l'Anthropocène, c'est de faire valoir le principe de précaution. Et je vais vous montrer une œuvre, évoquer une œuvre d'un artiste qui s'appelle Ali Kazma, qui a exposé d'ailleurs ici à Lyon dans une biennale il y a bien longtemps, qui est prix Namjoon-Pek, donc un artiste turc. Et cette œuvre s'appelle Safe. Donc je ne vous la montre pas, c'est une vidéo d'une dizaine de minutes, donc qui est consacrée à ce bâtiment que vous connaissez peut-être, qui est lui aussi dans l'île de Svalbard qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, il s'appelle le Global Seed Vault. Donc, il s'agit d'un lieu souterrain, donc dans la montagne. C'est un lieu où l'on stocke actuellement 800 000 graines, enfin espèces de graines différentes. C'est-à-dire quasiment tout ce que le monde, en quelque sorte, connaît, tout ce qu'on a pu référencer d'espèces végétales. Au cas où cela viendrait à manquer, au cas où bien des espèces seraient détruites du fait de l'effondrement de la biodiversité. Voilà, et c'est une œuvre très intéressante. Il faudrait évidemment la voir, mais il y a toujours un problème de droit avec les vidéos. Bon, vous imaginez simplement, c'est une visite comme ça, en quelques minutes de ce lieu, au fond, au milieu de nulle part, dans lequel tout simplement l'humanité a déjà placé en quelque sorte des pions dans le cas où le pire arrive et advienne.
Ça fait penser à quelque chose, ça fait penser à Noé, évidemment, à la métaphore de l'arche de Noé, hein, comment Noé sauve les animaux du déluge, hein, sur le mont Ararat. Bon, la question étant, aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un second Noé pour nous sauver du déluge, hein, c'est toute la question. Voilà, donc ce principe ici de précaution importe, donc on a vu hein, des différentes options qui ne sont pas loin d'être antinégatives, volonté pédagogique, principe de responsabilité, hein, principe d'adaptation, principe de précaution. Donc, et c'est très intéressant parce que ça donne l'idée que l'humanité quand même reste, malgré l'anthropocène, pleine de ressources. L'impératif de survie peut nous amener à trouver des solutions, à nourrir le principe espérance. Et la deuxième donnée, et c'est le mot de la fin, ça nous invite aussi à réfléchir à notre rapport au temps. Vous savez que la modernité dans laquelle beaucoup d'entre nous ont baigné était une culture du présent tendu vers l'avenir. Il fallait toujours regarder vers l'avenir selon une logique de progrès. Ce qui l'a suivi dans les années 80 par retour du balancier, ce qu'on a appelé le postmodernisme, la postmodernité, c'était l'inverse. On nous demandait de bannir tout ce qui était moderne parce que ça avait été négatif, humiliant, déshumanisant, les grands ensembles, etc., l'hypertechnologie, la dépendance, etc., la machine, tout ce que vous voulez, la domestication humaine par le contrôle. Et donc, on nous invitait à regarder vers le passé. Et ce qui est intéressant dans la culture anthropocénique, j'ai envie de dire, c'est qu'elle navigue indifféremment entre le futur et le passé. Vous voyez ? Et elle est aussi bien portée par l'esprit de l'invention que par l'attention portée aux leçons du passé. Et ça aussi, c'est dans nos têtes quelque chose d'assez difficile, c'est-à-dire de pouvoir aller se projeter vers l'avant, mais aussi se projeter vers l'arrière. Vous voyez, c'est ce double mouvement qui calibre en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler la mécanique dynamique de la culture anthropocénique. Voilà, je vous remercie. Merci à tous. Voilà, j'ai un petit peu dépassé l'heure, mais on avait commencé quelques minutes de retard, donc ça, voilà. Alors, donc, je ne sais pas s'il y a peut-être quelques questions. Je ne suis pas sûr de pouvoir en dire plus que ce que j'ai dit. Mais bon, voilà. Alors, juste en attendant, la semaine prochaine, je me consacrerai plus largement aux arts plastiques. C'est-à-dire, je vous montrerai comment, enfin, j'essaierai de montrer, comment aujourd'hui, ou depuis, bon, je passerai un petit moment sur les précurseurs, hein, les années 60, 70, 80, et puis comment aujourd'hui les artistes s'emparent de cette question environnementale. Comment, pourquoi faire, pour dire quoi, avec quelle efficacité potentielle. Alors peut-être une question, deux questions, zéro question. En tout cas, merci pour votre attention, merci d'être venus nombreux. Voilà, et puis, bon, moi je veux bien vous laisser la parole. Prenez-la au début de la prochaine séance. C'est inadmissible, vous avez dit ça, c'est une stupidité. Vous avez le droit, moi je suis tout à fait conscient qu'on est en train de construire justement quelque chose. On essaie de construire une pensée autour de quelque chose dont bien des éléments nous échappent. Donc forcément, je crois que sans être démagogue, la pluralité des points de vue et de rigueur, hein, je pense, sur la question, et la prudence conceptuelle encore plus, je crois. Voilà, merci à tous, bonne soirée, et j'espère à la semaine prochaine.